Bonjour à toutes et tous, bienvenue aux semaines de l'évolution professionnelle qui se déroulent du 7 au 18 octobre, co-organisées donc par l'APEC et Avenir Actif en association avec nos partenaires nationaux et régionaux. Quelques petites règles et consignes, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions via le chat. Nous essaierons de répondre à un maximum de questions directement sur le chat ou par oral. Les semaines de l'évolution professionnelle sont un événement 100% digital, gratuit et accessible à tous, donc animé par l'APEC et Avenir Actif, qui sont les opérateurs en charge de délivrer le service du conseil en évolution professionnelle aux salariés du privé et aux indépendants. Il place donc, comme son nom l'indique, l'évolution professionnelle au cœur d'un programme de 70 webinaires thématiques. Je suis donc Timothée Potier, chargé de mission pour le réseau Avenir Actif, et je laisse ma chère collègue, qui sera en charge d'animer ce webinaire, se présenter. Merci Timothée. Bonjour Timothée, bonjour à tous, vous tous qui êtes connectés. Je suis Darlène Désir, conseillère conseil en évolution professionnelle. J'interviens également pour le compte d'Avenir Actif. Je suis notamment basée sur la région lilloise, tout comme Timothée. Donc, encore une réelle opportunité qui nous est offerte pour pouvoir échanger sur une belle thématique proposée durant ces semaines de l'évolution professionnelle. Et nous allons effectivement aujourd'hui évoquer le CEP au cœur des missions des élus du CEE. Alors, nous tâcherons d'explorer ce sujet au mieux pour qu'à l'issue de cette présentation, vous soyez à même d'avoir une compréhension plus exhaustive du conseil en évolution professionnelle et ainsi identifier les outils de la mobilité à usage des élus du CSE, dit Comité social économique. Donc, je rappelle que le CSE, histoire de quand même mettre un petit focus là-dessus, je rappelle que le CSE c'est l'instance de représentation du personnel dans l'entreprise. Il remplace depuis le 1er janvier 2020, les anciennes instances que nous avons connues de représentatives du personnel, par exemple les délégués du personnel, le comité d'entreprise, le CHSCT, voilà, tous ces groupements que nous avons connus. Et le CSE, désormais inscrit depuis le 1er janvier 2020, qui vient remplacer toutes ces instances, il a pour mission principale désormais de pouvoir défendre l'emploi, de pouvoir défendre les conditions de travail des salariés, de veiller également à leur santé, c'est aussi leur rôle, de veiller à leur sécurité, mais aussi et surtout de s'assurer du respect du droit du travail. Voilà les grands rôles du CSE et l'objectif, effectivement, pendant cette heure qui nous est dédiée, c'est de pouvoir aller plus avant et identifier tous ces éléments. Maintenant, pour atteindre les objectifs durant l'heure qui suit, nous allons aborder la thématique sur 3 principaux axes. Alors, premier axe, nous allons voir le CEP, le CEP inscrit dans la loi. Ensuite, nous allons aborder la partie comprendre le CEP, comprendre surtout la manière dont les CSE peuvent s'en saisir, peuvent les exploiter, les utiliser ou avoir un appui par rapport au CEP. Et enfin, nous allons tenter de mettre un petit focus sur le CEP quand il arrive en 2021. Maintenant, je vous propose que nous puissions considérer les contours du CEP, ce qu'il est dit dans la loi. Je rappelle, le conseil en CEP est bien mis pour conseil en évolution professionnelle. Il va s'inscrire dans le cadre des efforts qui ont été mis en place pour pouvoir développer la formation tout au long de la vie. L'objectif également du CEP, c'est de favoriser l'évolution professionnelle, s'adapter à des parcours de carrière qui ne sont pas forcément linéaires. Donc, avec la loi qui a été promulguée le 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, l'emploi et à la démocratie sociale, on va ainsi définir 3 contours bien spécifiques. Le CEP en tant que tel, et on va définir ses attributions, le cadre et la fréquence également de l'entretien professionnel qui devient obligatoire au travers de cette loi, cet entretien qui peut se passer avec l'employeur ou encore avec un manager, et puis aussi la création du compte personnel de formation qui a été, j'ai envie de dire, une mesure phare de cette réforme parce qu'en remplaçant le DIF, donc les droits individuels à la formation de l'époque, par le CPF, le compte personnel de formation,
Nous notons désormais une réforme puisque les droits acquis au titre de la formation sont désormais attachés à la personne et non plus à mon statut de salarié, comme tel avait été le cas pour le DIF, dans le cadre du DIF. Donc, la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel précise également que l'opérateur du conseil en évolution professionnelle, donc l'opérateur du CEP, voilà ce qu'il va faire. Il va accompagner la personne dans la formalisation et la mise en œuvre de ses projets d'évolution, projets de reconversion, tout cela en lien avec les besoins économiques, les besoins sociaux. Cela suppose que l'on puisse avoir un regard réaliste et réalisable sur le besoin en main-d'œuvre autour de soi, et puis aussi tout ce qui est prévisible dans le bassin d'emploi. Donc, l'objectif même du conseil en évolution professionnelle, c'est de pouvoir faciliter l'accès à la formation, identifier également les compétences des personnes, leurs qualifications, les formations qu'elles ont, pour pouvoir réduire l'écart entre ce qu'est le salarié actuellement et ce vers quoi il veut tendre. Donc, ça fait partie également du conseil en évolution professionnelle, de ses attributions en tout cas. Nous rappelons également que l'employeur, il a l'obligation d'informer ses salariés de la possibilité de recourir au conseil en évolution professionnelle. Donc, cette information, elle peut être portée notamment lors des entretiens professionnels pour pouvoir favoriser l'accompagnement de ces salariés dans le cadre de leur réflexion, de leur mission, et pouvoir ainsi trouver appui auprès du conseil en évolution professionnelle. Alors, ces semaines de l'évolution professionnelle, Timothée vous l'a dit tout à l'heure, elles sont portées, elles sont à l'initiative de l'APEC et d'Avenir Actif, qui sont des opérateurs du CEP pour les salariés. Bien sûr, tout à l'heure, nous allons voir sur les autres slides les autres opérateurs qui existent en fonction des statuts des personnes. Mais en ce qui concerne les salariés, notamment les salariés qui sont sur le contrat de droit privé, ce sont bien ces deux opérateurs qui portent le service, l'APEC et Avenir Actif, donc le service du conseil en évolution professionnelle. Maintenant que nous avons mis un petit focus sur la loi et voir un peu comment cela s'inscrit, l'idée c'est de savoir concrètement ce qu'est le conseil en évolution professionnelle. Donc, quand je vais nommer CEP, on va peut-être réduire le temps de parole, comprenez immédiatement conseil en évolution professionnelle. Pour chaque actif, ce service va constituer une opportunité de pouvoir faire le point sur sa situation professionnelle et le cas échéant, de pouvoir élaborer, de formaliser et de mettre en œuvre une stratégie qui visant à l'évolution ou encore à la reconversion professionnelle. Cela peut être également de l'insertion, du développement des compétences, en passant par la certification professionnelle. On pourrait imaginer également une mobilité interne, une mobilité externe, une transition professionnelle, voire même une reprise d'activité ou tout simplement une création d'activité. Cet accompagnement qui est porté par ces deux opérateurs, APEC et Avenir Actif, il est à destination des salariés qui sont issus d'un contrat de droit privé. D'accord, principalement. Donc, l'APEC et Avenir Actif ne vont pas accompagner les salariés qui sont fonctionnaires, par exemple, quelle que soit la typologie de fonction, que ce soit de la fonction publique d'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Ce ne sera pas cet opérateur qu'il faudra contacter. Mais donc l'APEC et Avenir Actif sont bien des opérateurs pour les tous salariés qui ont un contrat de droit privé, même si d'aventure l'employeur sera un employeur public. On pourrait imaginer qu'un employeur public ait des salariés qui sont sur un contrat de droit privé. Dans ce contexte-là, bien sûr, nous pouvons les accompagner également. Alors, entendons par tout type de contrat également un contrat en intérim, des intermittents du spectacle, voilà. Cela peut être également des contrats en alternance, contrats d'apprentissage, contrats professionnels. Nous accompagnons toute personne qui serait sous un contrat de droit privé. Donc, que cela soit clair, ce n'est pas la typologie de contrat ni le nombre d'heures dont on dispose qui va favoriser l'accompagnement ou pas, mais bien le statut de salarié sur un contrat de droit privé. Donc, pour reprendre un peu ce que vous voyez à l'écran,
Il s'agit en fait d'un accompagnement qui est gratuit. Ça, c'est indispensable. Il faut le retenir, il faut le savoir. L'accompagnement du CEP, il est gratuit, mais plus encore, il est confidentiel. Autrement dit, parfois, certains salariés n'osent pas parler de projets ou de souhaits à leur employeur. Et cela pourrait se comprendre parce qu'ils n'ont pas envie, pas plus tard que ce matin encore, j'avais un salarié qui voulait vraiment être sûr que l'entretien était confidentiel parce qu'il avait cette crainte de ne pas encore avancer suffisamment sur son projet et que son employeur soit au fait des choses. Donc, l'accompagnement, non seulement il est gratuit, mais il est également confidentiel. Donc, tout ce qui se dira durant ce moment, durant cet échange, ne sera pas divulgué à l'employeur. C'est également un accompagnement neutre. Autrement dit, le rôle du conseiller n'est pas d'émettre des jugements. Il est là pour écouter, entendre et considérer le besoin et la demande, la situation pour pouvoir construire et voire même co-construire un projet, un plan d'action avec le salarié pour favoriser l'atteinte de ses objectifs. Le CEP, c'est également la possibilité de pouvoir accompagner ces personnes de manière au plus près, hein, donc une question de proximité. Cela suppose que nous avons plusieurs agences, tout un maillage d'agences au plus près dans les grandes villes, même des villes un peu plus petites, avec la possibilité également de mettre en place des accompagnements en présentiel, en contact téléphonique, en visio, selon le besoin et la demande et les préférences, bien sûr, du salarié. Cet accompagnement gratuit, donc du début jusqu'à la fin, s'il y a une fin, dans tout état de cause, c'est tout au long de la vie active du salarié. Et cet accompagnement, sa finalité, c'est bien de permettre d'améliorer la capacité à faire ses propres choix professionnels. Donc voilà en gros l'explication que l'on pourrait apporter sur le conseil en évolution professionnelle pour pouvoir favoriser l'évolution des salariés et leur accompagnement. Maintenant, outre tout ce que je viens de dire, hein, il s'agira également d'évoluer notamment par l'accroissement des aptitudes, le développement des compétences, l'accès à de nouvelles qualifications. Donc aussi, hein, parmi les exemples qui sont cités, trouver un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Parfois, les personnes sont confrontées, les salariés sont confrontés à ce sujet. Effectivement, un salarié qui ne trouve pas le bon équilibre entre sa vie pro et sa vie perso ne sera jamais un salarié investi à 100% et performant parce qu'il y aura cette inquiétude, comment je vais m'organiser pour récupérer les enfants, notamment s'il y a des problèmes familiaux qui viennent. Donc l'idée, c'est toujours d'écouter les salariés, essayer de trouver la meilleure solution pour eux, parce qu'à n'en pas douter, qu'on le veuille ou non, la vie pro et la vie personnelle est devenue un sujet de préoccupation majeure, mais également en France. Il s'agit donc de trouver forcément le juste milieu entre les exigences du travail de quelqu'un et puis aussi les besoins personnels et familiaux. Cet équilibre dans tout état de cause est essentiel pour le bien-être général des collaborateurs. Alors j'en parle, on l'évoque là au niveau du CSE, tout simplement parce que l'objectif du CSE, c'est bien d'aller favoriser la santé au travail et les conditions de travail des salariés. Donc, cela touche également ce mieux-être des salariés pour avancer. Nous avons également tout cet aspect de sens et de santé au travail que l'on peut évoquer avec son conseiller en évolution professionnelle. Vous savez, on peut imaginer que c'est un sujet qui est banal, le sens et la santé au travail, notamment le sens, est maintes fois rebattu, rabattu, et on l'a fait, on en a parlé encore. Pour autant, il est important de comprendre que le manque de sens au travail ne reste pas moins une réalité. Et cette réalité s'impose de plus en plus et elle s'est imposée depuis la crise sanitaire. Et les conséquences de cette perte de sens, elles sont multiples, ces conséquences-là. Donc, si nous les ignorons, nous aurons des salariés qui seront de plus en plus désengagés et de moins en moins performants. Qui dit moins de performance, dit moins de productivité également pour l'employeur. Et puis, toutes les conséquences multiples que nous connaissons jusque-là, notamment parce que ça a été beaucoup porté, les épuisements professionnels, donc on va parler effectivement de burn-out, mais vous avez aussi les ennuis, l'ennui que cette personne peut ressentir au travail, tout simplement parce qu'il n'y a plus de sens dans son activité.
et la santé sera impactée par le burn-out à ce moment-là. Vous avez aussi les accumulations de tâches absurdes que doivent affronter les salariés. On va parler aussi de burn-out. Donc, tous ces éléments-là, à différentes facettes, aux impacts parfois très graves pour les collaborateurs et également l'entreprise, puisqu'il y a un profond désengagement, des risques pour la santé, qui dit risques pour la santé physique, la santé mentale. On peut aller jusqu'à la dépression, aux addictions, parfois même conduire au suicide. Et concrètement, c'est une main-d'œuvre qualifiée que nous perdons en tant qu'employeur. Donc, il est important de veiller à tout cela parce que cette perte de sens pour les entreprises, elle se traduit par une baisse des performances et le coût, il sera directement ressenti dans l'entreprise, dans la qualité des pratiques, l'excellence opérationnelle. Beaucoup de turnover, voilà, et tout plein de sujets qui vont s'accumuler et qui vont effectivement, in fine, amener les deux parties à se trouver dans une situation assez délicate. Donc, que faire quand on ne trouve plus de sens au travail, j'ai envie de dire, c'est la question qui pourrait être traitée dans le cadre d'un accompagnement avec un conseiller en évolution professionnelle pour pouvoir aider le salarié à repenser son projet professionnel et personnel, ça peut être par une démarche de profonde introspection, identifier ce qui fait sens, identifier ce qui est bon pour cette personne. L'objectif du conseil en évolution professionnelle, rassurez-vous, n'est pas de faire le salarié changer de métier ou de changer d'entreprise, mais d'amener le salarié à trouver la meilleure adéquation entre ce qu'il souhaite et ce qu'il fait. Donc, en réussissant à poser des mots dans un espace neutre, le salarié prend conscience parfois pleinement que finalement, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs et que mon entreprise répond à plus d'un point à mes attentes et mes aspirations professionnelles. Donc, il y a aussi cette perspective-là et se rendre compte, effectivement, cette entreprise me convient, on va identifier ce qui ne va pas et on pourra en discuter lors d'un entretien avec son employeur ou lors d'un entretien, de l'entretien annuel pour pouvoir évoquer ce qui va, ce qui ne va pas et qui a été identifié dans le cadre d'un échange avec un conseiller en évolution professionnelle, par exemple. Effectivement, il peut y avoir aussi des situations où le salarié se rend compte, j'aime mon métier, mais la culture d'entreprise ne me convient plus. Je suis arrivée à un carrefour de mon parcours professionnel, à un carrefour de ma collaboration avec cette structure. Et désormais, j'aspire complètement et pleinement à autre chose. Dans cela également, ça existe. Donc, c'est un espace où le salarié pourrait être amené à répondre à des questions de type quelles sont mes valeurs, quelles sont mes limites, et on entend par là des valeurs éthiques, des valeurs relationnelles, une méthode de travail. Est-ce qu'elles sont respectées dans mon entreprise, dans mon travail? Est-ce qu'elles sont alignées avec mon organisation? Voilà, est-ce qu'elles sont différentes? À quel moment je me sens agressée? À quel moment je suis en train de transgresser mes valeurs? Parce que cela va créer une dichotomie au niveau du salarié qui ne va pas favoriser son mieux-être et, in fine, sa santé mentale et également sa santé physique. C'est aussi le moyen pour le salarié de pouvoir reconsidérer ses compétences clés, ses talents, ses formes d'intelligence et pouvoir se dire, est-ce qu'au quotidien, j'arrive à les mobiliser? Est-ce que je trouve mon équilibre en le faisant? Et c'est aussi un moyen de créer de nouveaux challenges par rapport à ses besoins pour qu'il soit capable de donner le meilleur de lui-même pour son entreprise. Donc, là, dans le cadre de cet échange avec un conseiller en évolution professionnelle qui reste neutre, puisqu'il n'est pas, on va dire, directement salarié de l'entreprise comme pourrait l'être le RH, voire même les managers, c'est aussi se dire, je peux librement m'exprimer. Et plus on exprime librement ce que l'on ressent, et plus on est au fait de ses sensations, de ses sentiments et de ses émotions. Et partant de là, c'est pouvoir apporter des réponses à ce que l'on ressent profondément. Donc, l'objectif également du conseil en évolution professionnelle, c'est de pouvoir exprimer sa demande, clarifier son besoin. Il y a tout un maillage de questionnements qui pourrait arriver pour pouvoir favoriser, on va dire, la réappropriation de ses objectifs professionnels.
identifier ses compétences, ses qualifications, peut-être aller chercher des formations qui me permettraient de mieux, de réduire l'écart entre ce que j'ai, ce que je peux apporter aujourd'hui et ce vers quoi je tends demain. Donc, qu'est-ce qu'il me manque comme expertise? Est-ce qu'il y a un parcours de formation? Comment le réaliser avec le moindre risque financier que possible? En se rapprochant effectivement d'un conseiller en évolution professionnelle, il s'agira de pouvoir formaliser la stratégie même d'évolution, la stratégie de reconversion, être au fait des dispositifs qui existent pour pouvoir aussi être soutenu durant toute la mise en œuvre de cette stratégie. Donc, voilà pourquoi le conseil en évolution professionnelle est inscrit dans la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, c'est pouvoir sécuriser et puis aussi amener le salarié à avoir ce regard de nouveau positif, non seulement sur lui-même, sur ses compétences, sur ses aptitudes et sur son potentiel, qui parfois malheureusement ne sont pas exploités, mais également pour pouvoir avoir un regard nouveau sur son entreprise, mais un regard juste sur son entreprise. Parfois, à force d'être dans une entreprise, on a ce sentiment que tout ce que l'entreprise pourrait nous proposer ne serait pas conforme à ce que l'on aspire. Mais quand on tourne le regard ailleurs, on se dit finalement, il y a des choses très positives. Donc l'objectif, c'est de pouvoir aussi faire le point sur tous ces aspects des choses pour pouvoir avancer sereinement, tranquillement, et en tout cas ne pas créer de dichotomie qui, au fil du temps, va venir se cristalliser et forcément nous fragiliser en tant que salariés et bien sûr désorganiser toute la stratégie de l'entreprise. Donc, les objectifs, on en a parlé. Maintenant, pour qui? Alors, tout à l'heure, on a évoqué effectivement l'APEC et Avenir Actif. On va revenir sur ces deux opérateurs, mais il existe en tout 5 opérateurs nationaux. Donc, Cap Emploi. Vous l'aurez compris, Cap Emploi à destination de toutes les personnes qui ont une reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés, toutes les personnes qui ont une problématique de santé en termes de handicap et dont le handicap reste un réel frein pour pouvoir avancer dans leur projet d'évolution ou de reconversion. Les missions locales à destination des jeunes de moins de 26 ans. France Travail, bon, Pôle emploi, vous voyez affiché, mais nous avons tous compris que depuis le 1er janvier 2024, on ne parle plus de Pôle emploi, mais bien de France Travail. Donc, France Travail, effectivement, pour les typologies de personnes qui sont demandeurs d'emploi, et l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres à destination des cadres, et Avenir Actif pour tous les salariés qui sont sur un contrat de droit privé et également les indépendants. Une subtilité également, Avenir Actif accompagne également les personnes qui ont un double statut. J'entends par là statut de demandeur d'emploi et statut de salarié. Ils sont également éligibles à l'accompagnement du conseil en évolution professionnelle. On pourrait imaginer également une personne qui ait un statut de fonction publique et un statut également un petit contrat de droit privé. Elle est également éligible sur le conseil en évolution professionnelle. Donc, nous avons vu déjà, je l'ai abordé, déjà tout un spectre de questionnements qui peuvent être étudiés, qui peuvent être identifiés ensemble avec le conseil en évolution professionnelle, qui peuvent porter sur le développement des compétences. Une personne qui dit « je veux connaître mes droits à la formation », mais qui ne sait pas comment aller sur son compte personnel de formation, il peut être accompagné à cet effet. Bien sûr, le mot de passe reste toujours à sa propre discrétion. Nous, les conseillers, on ne va pas dire sur le compte des salariés avec leur mot de passe. Nous ne les avons pas, d'ailleurs, et c'est interdit de les donner, je rappelle. Une personne qui a besoin de se former, comment choisir l'organisme, comment choisir la bonne formation. Dans ce contexte-là, nous les orientons non seulement pour le choix de la formation par rapport à leur modèle pédagogique. On peut imaginer une personne qui soit plutôt dans une formation très pragmatique. On pourrait effectivement l'orienter vers une modalité de formation plutôt qu'une formation purement académique qui ne lui conviendrait pas. Donc, il s'agit forcément de connaître suffisamment le bénéficiaire du conseil en évolution professionnelle pour pouvoir lui donner des conseils adaptés.
adapté à son besoin, mais également adapté à son modèle, et pour le coup, à son modèle pédagogique. Donc, cela suppose que si je connais plus ou moins ce salarié, c'est qu'en quelque part, il y a quand même un climat de confiance qui s'est mis en place pour pouvoir favoriser l'expression orale, puisque mieux le conseiller connaîtra son salarié, mieux il pourra l'orienter et l'accompagner. Donc, un salarié qui et l'organisme de formation, pareillement, hein, l'accompagner dans le choix, un organisme, est-ce que c'est une personne qui souhaite faire une formation à distance, en présentiel, aller identifier les habilitations indispensables sur la fiabilité des salariés, c'est également notre rôle pour orienter les bénéficiaires par rapport à cela. Bien sûr, nous ne choisissons pas d'organismes de formation, nous n'imposons pas d'organismes de formation, nous proposons la liste si le salarié n'arrive pas à identifier ces organismes-là. Donc, nous allons lui proposer toute une liste à côté de sa zone géographique qui favoriserait le déplacement. Et partant de là, le salarié est libre dans cette liste-là qu'il n'aura pas su identifier autrement. Il sera libre d'appeler les organismes, de les comparer pour pouvoir valider la structure avec laquelle amener son projet de formation. Un salarié pourrait également nous dire, j'ai repéré une formation, comment la financer? Donc, en fonction de la durée de la formation, en fonction de la formation, nous pourrons apporter des éléments pour favoriser justement la prise en charge de cette formation avec le moindre risque financier que possible. Nous savons très bien que chacun a des charges et qu'effectivement, au-delà du désir de se reconvertir, il vaudrait mieux que les choses se passent sans risque financier pour ne pas tout laisser tomber. Donc, c'est vraiment planifier, mettre en place un plan d'action, vérifier la faisabilité du projet. Il vaut mieux que ce soit un projet qui soit réaliste, certes, mais également réalisable par le plan d'action qui sera mis en place pour pouvoir amener le salarié au moment où il est prêt à engager ce projet de reconversion, d'y aller en toute connaissance de cause, connaître également les risques. Notre rôle, c'est également, reste également de sensibiliser le salarié sur ce qu'il pourrait rencontrer s'il prendrait telle voie ou telle autre voie. Mais notre rôle n'est pas du tout d'imposer quelque chose, c'est juste sensibiliser quand on se rend compte qu'il peut y avoir de gros risques, donc voir, vérifier si cette personne en est consciente et qu'elle puisse l'exprimer, voire même trouver des solutions pour pouvoir les aborder le plus sereinement que possible. Une personne aussi qui voudrait mettre en avant ses compétences, donc savoir un peu ce qu'elle vaut sur le marché du travail, une personne qui veut changer de métier, comment est-ce qu'elle pourrait être amenée à faire. Nous évoquons également si une personne voudrait que ses compétences soient reconnues par un diplôme, comment mettre en place un parcours d'accompagnement VAE, voilà, tout plein de questions pour lesquelles on pourrait échanger. Une personne qui voudrait évoluer, soit en interne, soit en externe, là, une personne qui souhaite démissionner et pour laquelle son employeur a donné une fin de non-recevoir à une demande de rupture conventionnelle, voilà, expliquer qu'il y a des possibilités, des dispositifs qui existent dans ce cadre-là pour pouvoir effectivement réaliser son projet hors de son entreprise sereinement, en tout cas avec la moindre difficulté que possible. Donc l'idée, dans le cadre de cet accompagnement, c'est de pouvoir bâtir, construire un projet en fonction de la demande, en fonction du besoin. Nous le disions au départ, c'est un accompagnement personnalisé. Donc, il ne s'arrête pas sur un intitulé de poste, il ne s'arrête pas sur une tranche d'âge, il ne s'arrête pas non plus sur une entreprise. Nous pouvons recevoir plusieurs personnes de la même entreprise, chacun a un projet qui correspond à qui il est. Donc, c'est la personne qui est importante et au centre du conseil en évolution professionnelle, c'est son besoin et ses perspectives. Donc, une personne aussi qui pourrait arriver, je ne peux plus exercer mon métier, or j'aime mon métier. Donc là, on se retrouve aussi dans un contexte où il y a ce conflit qui va se manifester entre ce que j'aime et ce que je ne peux plus. Donc, pouvoir aussi accompagner cette personne à faire le deuil de son métier pour pouvoir mieux appréhender la suite de son parcours. Voilà tout un spectre sujet que l'on pourrait aborder dans le cadre du conseil en évolution professionnelle et qui pourrait être repris dans le cadre également d'un entretien professionnel. On peut accompagner les salariés
à réaliser leur entretien professionnel, mais également tout simplement les accompagner pour pouvoir évoquer leurs besoins et leurs aspirations à leur employeur. Et le CSE, dans ce contexte-là, vient aussi en appui par rapport à ce que le conseil en évolution professionnelle pourrait apporter aux salariés. Donc, nous en avons parlé, mais de manière pratico-pratique, comment tout cela se construit, mon parcours. Donc, premièrement, un premier rendez-vous est proposé avec un conseiller sur le conseil en évolution professionnelle. Ce premier rendez-vous d'une durée d'1h30 maximum va permettre au conseiller de faire un état des lieux de votre situation. Donc, on va poser le contexte, les besoins, la demande. On va, à partir de là, tenter de définir ensemble les objectifs. Autrement dit, mettre en place un plan d'action. Donc, on va co-construire un plan d'action pour pouvoir effectivement répondre aux besoins du salarié, en tout cas l'amener à aller vers ces objectifs. Donc, ce premier rendez-vous va être principalement, on va dire, dédié à cela. Et puis, il y aura, selon le souhait du salarié, un accompagnement qui sera mis en place pour pouvoir sécuriser tous les points des objectifs que nous avons co-construits ensemble. Okay. Donc, pour pouvoir mener ces démarches en autonomie, parfois le salarié, il peut dire, moi, je ne veux plus de rendez-vous parce que avec les explications, avec les conseils que vous me donnez aujourd'hui, je pourrais me débrouiller. Donc, effectivement, il continue, sachant que même s'il aura fait le choix de continuer seul, il pourra revenir solliciter de nouveau son conseiller, même si c'est 1 an ou 2 ans après, il pourra de nouveau solliciter le conseil en évolution professionnelle pour X autres raisons. Maintenant, un salarié pourrait aussi choisir, à l'issue de son premier rendez-vous, de mettre en place immédiatement un accompagnement avec son conseiller. Donc, l'accompagnement, au-delà du fait d'aider à évoluer, d'aider à tracer sa voie, ou en tout cas à bien la sécuriser, permet également d'être écouté, d'être guidé, parfois même, et très souvent même, d'être encouragé. C'est un espace, effectivement, où on est conscient, où on est confronté à de grandes souffrances au travail. Donc, pouvoir prendre du recul par rapport à cette situation pour mieux avancer. Parfois, beaucoup de salariés remettent tout en question, remettent leur potentiel en question, et elles manquent de confiance en elles par rapport à cela. Donc, je rappelle, la confiance en soi, c'est la confiance en ma capacité à faire quelque chose, ça n'a rien à voir avec l'estime de soi. Donc, jusque-là, pourtant, elles exploitent, elles réalisent cela, mais parfois, elles ne mobilisent tellement que les mêmes compétences qu'elles ont cette interrogation de savoir est-ce que je peux faire autre chose. Et dans ces échanges, cet accompagnement, c'est aller également identifier un potentiel qui juste là n'a pas été exploité, tout simplement parce qu'on n'a pas mobilisé cette compétence dans le cadre de l'activité professionnelle. Et cela éloigne le salarié et surtout, ça change le regard qu'il a sur lui. Et au fil du temps, il a besoin effectivement que quelqu'un l'amène à se réapproprier son potentiel pour que son regard puisse devenir bien plus positif. Donc, le conseil en évolution professionnelle peut favoriser tous ces aspects dans le cadre d'un accompagnement et des aspects également qui peuvent être mis en commun avec l'accompagnement que propose le CSE au sein des entreprises. Timothée, je ne sais pas si tu as des questions, mais s'il y en a, n'hésite pas J'ai une question pour toi, Darlène, effectivement. Donc, on nous demande quelle différence avec le conseiller France Travail. Alors, la différence avec le conseiller France Travail, déjà que le conseiller France Travail n'accompagne que des demandeurs d'emploi. D'accord ? Le conseiller en évolution professionnelle, en tout cas porté par Avenir Actif et l'APEC, accompagne des salariés dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Donc, au niveau de France Travail, puisque France Travail, c'est aussi un opérateur, on va dire, du conseil en évolution professionnelle, mais ce sera un opérateur dédié à une typologie de public demandeurs d'emploi qui n'ont pas de travail au moment où ils sont inscrits là. D'accord ? Maintenant, pareil, pour faire la différence encore, donc c'est déjà, ça reste toujours sur cet aspect de profil, salarié ou demandeur d'emploi. Salarié, Avenir Actif, APEC, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, France Travail,
demandeurs d'emploi dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Ce ne sont pas non plus les mêmes financeurs. D'accord? Donc, les personnes qui seront accompagnées par France Travail, si elles ont besoin d'un financement, vont mobiliser France Travail, la région, pour les demandeurs d'emploi. Et un salarié, lui, s'il a besoin effectivement de faire financer sa formation, il va solliciter un autre financeur, Transition Pro. D'accord? Donc, ce sont vraiment, on va dire, dans l'accompagnement en soi, il ne devrait pas y avoir de différence, mais c'est vraiment la typologie de public et la source des financements. Si j'ai répondu à la question. Donc, voilà, si je l'ai bien comprise et que j'ai apporté la solution. Mais si cette personne souhaite plus d'éléments parce que je n'aurais pas répondu à sa question, n'hésite pas à m'en informer. Maintenant, le lien entre les missions du CSE et les missions du CEP. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup mis en avant les missions du CEP parce qu'effectivement, il était important pour vous de prendre conscience que le conseil en évolution professionnelle existe et que vous pouvez le solliciter. C'est un accompagnement gratuit. Donc, le CSE, qui est aussi inscrit dans la loi et qui arrive le 1er janvier 2020 en remplacement des instances qui étaient mises en place, va permettre de mesurer, on va dire, le volume des effectifs de sa structure pour pouvoir anticiper les besoins en main-d'œuvre de l'entreprise. Le CEP, par analogie, il va parfois aussi toujours aller sur ces anticipations, notamment tout ce qui est risques psychosociaux. Le CSE aussi, ça fait partie de son rôle, identifier tout ce qui ne va pas, puisque son rôle, c'est bien de mettre en avant tout ce qui va favoriser la santé mentale, physique de ses salariés et la sécurité de ses salariés. Donc, pouvoir identifier ce qui va, ce qui ne va pas. Parfois, le salarié ressent des dichotomies, mais il n'ose pas en parler. Donc, il est important, dans le cadre du conseil en évolution, il n'ose pas en parler à son CSE, donc dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, il sait qu'il pourra, on va dire, formaliser ce besoin et pouvoir ensuite en discuter avec les représentants du personnel. Donc, ça peut être l'effet inverse, et de même, le représentant du personnel, en fonction de la situation, en fonction du besoin, pourrait renvoyer ce salarié vers le conseil en évolution professionnelle. Il n'y a pas, on va dire, de conflit entre ces deux instances, puisque l'objectif, c'est d'être complémentaires. Certains auront certaines limites, d'autres pas, et d'autres auront des limites que l'autre n'aura pas. Donc, c'est vraiment travailler ensemble, de concert, pour le mieux-être en termes de santé et de sécurité des salariés. Donc, tout ce qui est qualité de vie et de conditions de travail, notamment. Donc, la durée du travail ou les conditions d'emploi, les conditions de travail, les conditions de formation professionnelle. Je rappelle effectivement que lors de l'entretien professionnel, c'est le moment d'évoquer les formations professionnelles pour pouvoir amener les salariés à évoluer, à échanger sur leurs besoins, à échanger sur leurs demandes pour pouvoir, d'une manière ou d'une autre, favoriser leur évolution, leur sécurité au travail. Un salarié qui ne fait pas de formation, un salarié de manière régulière, un salarié que l'on n'entend pas, c'est un salarié que l'on est en train de perdre. Donc, il est important de se dire, dans ce cadre-là, effectivement, nous pouvons évoquer cet aspect. Je rappelle que l'entretien professionnel est obligatoire pour toutes les entreprises, peu importe leur taille, peu importe leur domaine d'activité. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte pour se dire, c'est le moment où, effectivement, lors de mon entretien professionnel, je peux effectivement évoquer cette situation avec mon employeur. D'accord ? Nous continuons sur cette comparaison. Donc, dans la définition de leur projet, nous pouvons accompagner les salariés en termes de formation. Peut-être qu'il aura identifié une formation avec son CSE. Et puis, finalement, in fine, ils se rendent compte que les financements de l'entreprise ne permettent pas, je parle notamment du plan de développement de compétences, ne permettent pas cette prise en charge de la formation. Donc, on pourra considérer et rencontrer un conseiller en évolution professionnelle pour pouvoir aller identifier les autres financements, notamment si le CSE ne peut pas donner tout le détail de ces types de financements. Donc, certes, ils peuvent apporter
les grandes lignes, mais parfois il y a énormément de subtilités qu'il faut prendre en compte lorsque l'on va vers ce type de démarche. Donc le plan de développement des compétences, on en a parlé par rapport à l'employeur, c'est bien l'employeur qui le mobilise, mais également l'idée c'est de pouvoir mieux comprendre le besoin, la demande du salarié et savoir quoi mettre en place. Parfois, certains salariés veulent faire une VAE, et on se rend compte que, par exemple, il y a plusieurs compétences qu'ils ne vont pas valider. Et ça leur imposera par la suite de devoir faire de nouveau une formation pour des blocs de compétences pour avoir la certification complète. Sachant qu'une VAE dure 9 mois et que dans le cadre d'une formation prise en charge et financée, on est au moins à 9 mois, 12 mois maximum, mais on est aussi dans cette moyenne de 9 mois de formation. La formation, je vais acquérir de nouvelles compétences à ce que j'ai déjà. La VAE, je restitue mes compétences. Donc, s'il me manque des compétences, l'un dans l'autre, peut-être se dire à la même durée, l'un pour l'autre, sachant que la VAE se fait pendant le temps de travail, parce bon, bien sûr, on a un congé VAE de 48 heures, mais c'est se dire, ça va m'imposer beaucoup d'énergie. Donc, l'idée, c'est de confronter les deux. Est-il préférable d'aller vers une formation? Est-il préférable de faire une VAE pour pouvoir restituer mes connaissances. Donc tout cela, c'est vraiment personnalisé en fonction de la situation, en fonction des compétences qui ont été développées et surtout les compétences que cette personne souhaite acquérir par le biais de la VAE, donc d'un diplôme, ou peut-être se dire, certes, il me manque quand même pas mal de compétences, peut-être qu'il vaut mieux que j'aille me former pour ne pas être limité par rapport à la pratique professionnelle, même si j'ai validé le diplôme. Pour le CSE, l'introduction de nouvelles technologies, l'aménagement, tout cela c'est important quand ça va impacter les conditions de travail, la sécurité au travail, les conditions de travail. C'est bien le rôle du conseil, du comité social économique de pouvoir effectivement mettre en place cela. Cela peut également impacter dans le cadre de l'accompagnement, aider cette personne. Il y a certains salariés qui sont rigides par rapport à toute évolution, mais qui n'osent pas non plus, ou encore qui vont le dire, mais dans une espèce d'affrontement. Et ça ne sera pas favorable. Donc, en échangeant avec le conseiller en évolution professionnelle, c'est pouvoir aussi identifier le bénéfice de cela. Et si cette personne, elle se rend compte que ce n'est pas fait pour moi, je n'ai pas envie, voilà, ben, il s'agira forcément, partant de là, d'aller également travailler avec cette personne pour pouvoir favoriser, en tout cas répondre à ses besoins et à ses aspirations, toujours en évoquant les risques. Donc ça, c'est important à prendre en compte également. Donc, en ce qui concerne le CSE, les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, les problématiques de santé, les travailleurs handicapés, tout ce qui est aménagement de poste, donc ergonomie de poste de travail, ça fait également partie du CSE. Donc, il faut en parler, il faut l'évoquer aux représentants. Ils sont là pour aider les salariés et pareil, quand ils vous orientent vers le conseil en évolution professionnelle, c'est également pour vous aider à faire le point, vous aider à prendre du recul, vous aider à mieux concrétiser et à mieux vous projeter dans ce que vous souhaitez réellement. Donc, les personnes qui rencontrent des problématiques de santé au travail, des arrêts maladie répétés, des risques d'inaptitude, anticiper tout cela, des problématiques de santé qui vont nécessiter une inaptitude, soit au poste de travail, soit à l'environnement professionnel. Ok, d'accord, il y a une inaptitude qui risque d'être prononcée, mais qu'est-ce que je fais? Et c'est ça souvent la grande question. Je sais que je ne peux plus exercer mon métier, je sais que j'encours une inaptitude, mais qu'est-ce que je fais? Donc, en échangeant avec le conseiller en évolution professionnelle, il s'agira d'aller identifier une piste professionnelle, donc travailler sur un projet pour pouvoir identifier cette piste, confirmer cette piste et puis aussi, bien sûr, mettre en place cette piste avant de se retrouver dans une situation beaucoup plus délicate parce que risque d'inaptitude, risque également de licenciement. Problématique de santé au travail, dit inefficacité, dit forcément j'ai besoin de me réapproprier une autre performance pour pouvoir mieux l'exploiter sur un nouveau métier ou sur un nouvel environnement professionnel tout simplement.
La commission de santé, donc la CSSCT, sécurité et conditions de travail, hein, c'est aussi cette commission que peut mettre à disposition les CSE, hein, discuter en tout cas avec eux des problématiques de santé des salariés. Et bien sûr, au niveau du conseil en évolution professionnelle, dans tout ce qui est anticipation, prévention des RPS, hein, les risques psychosociaux, on entend beaucoup parler de stress, de fatigue professionnelle, voilà, la QVTC, la qualité de vie et de conditions de travail, les burn-out, les burn-out, les bore-out. Je les ai évoqués tout à l'heure. L'ennui au travail, c'est aussi une source de stress, une source de RPS. Le non-sens au travail reste aussi une source de RPS, entendez risques psychosociaux. Donc, il est, on va dire, engageant de se dire que j'ai, en tant que salarié, 2 instances qui collaborent entre elles pour pouvoir favoriser ma santé au travail et surtout le maintien de ma motivation, le maintien de mon engagement dans mon entreprise. Donc, n'hésitez vraiment pas à solliciter ces 2 instances pour avancer. Maintenant, en termes d'obligations, hein, puisque le CEP est inscrite dans la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, ils ont obligation, donc les RH ont obligation, l'employeur, les managers ont obligation de parler du CEP en entretien professionnel à leurs salariés. Pour les RH, hein, de toute façon, le CEP reste un outil central du pilotage des compétences. Hein, c'est aussi un travail que nous faisons et qui peut être dans la continuité avec le RH, même dans le management de l'entreprise, les différents dispositifs, les réformes qui arrivent, le CPF, comment l'utiliser. Est-ce que je peux l'utiliser en toute autonomie? Est-ce que je suis obligée de demander l'autorisation à mon employeur de me le débloquer comme c'était à l'époque du DIF? Voilà, tous ces éléments-là, d'autres sources de financement, le PTP, comment le mettre en place, entendez le projet de transition professionnelle. Voilà, tout plein de dispositifs qui favoriseront le financement d'une formation. Effectivement, les RH, parler du CEP, c'est ouvrir, on va dire, tout un boulevard de connaissances, de dispositifs à vos salariés. Pour le collaborateur maintenant, en quoi le CEP pourrait être intéressant? Il peut aider le collaborateur à pouvoir s'approprier des attendus de l'entretien. Comme cela, le salarié, lui, en échangeant avec son conseiller en évolution professionnelle, il pourra mettre en place un plan d'action qu'il pourra présenter à son employeur lors de l'entretien professionnel. Donc, ça va pouvoir lui permettre effectivement de se rendre acteur de cette démarche-là et de favoriser effectivement la suite de son évolution, voire de sa reconversion professionnelle. C'est aussi un moyen pour le collaborateur de pouvoir identifier ses compétences. Je le disais tout à l'heure, nous avons parfois, dans certaines missions, dans certains métiers, nous ne mobilisons que les mêmes compétences. Et on les mobilise tellement souvent qu'on a ce sentiment de ne pas savoir faire autre chose. Et d'ailleurs, beaucoup de salariés qui souhaitent changer de métier et qui ne savent pas quoi faire, aiment à dire « je ne sais faire que ça ». Le que, déjà, il devient négatif et il nous empêche de voir toute la panoplie de ce que l'on pourrait éventuellement faire encore. Donc, je sais faire ça, sous-entendu, je pourrais savoir faire autre chose. Mais quand vous dites je ne sais faire que ça, vous êtes en train de fermer votre cerveau, vous l'avez formaté, tu ne sais faire que ça et ça s'arrête à ça. En allant voir le conseiller en évolution professionnelle, c'est aller aussi identifier ses compétences inexploitées, mais aussi les analyser et savoir comment pouvoir en faire un transfert vers un autre métier. Donc ça aussi, c'est intéressant. Se projeter, donc mettre en place un plan d'action. Ce plan d'action, il n'est pas imposé, il est co-construit. Pareil, il est mouvant. Autrement dit, on peut très bien, dans le cadre de l'accompagnement, mettre en place un plan d'action pour X raisons qui viendraient. Soit vous changez de projet, ou soit tout simplement, vous n'êtes plus en état, pour des raisons personnelles, de pouvoir mener le projet tel qu'on l'avait identifié. Le plan d'action, en tout cas, qui mène au projet tel qu'on l'avait identifié. Donc, on va tenir compte de ces nouveaux éléments et le plan d'action, bien sûr, il va changer ou il va s'améliorer. Il y aura des modifications.
Donc, on peut se projeter à moyen terme, on peut se projeter à plus long terme pour pouvoir avoir une visibilité sur ce qui est possible, sur ce qui est réaliste, sur ce qui est réalisable, mais c'est aussi se dire, rien n'est figé. Ça reste mouvant, forcément, puisque l'humain est un être vivant et qui se meut. Donc, forcément, il y aura des réflexions en famille, donc il y aura des réflexions seul à seul avec le conseiller qui vont amener vers une orientation, et puis il y aura des freins auxquels on n'aurait pas pensé, et qui seront mis en lumière dans un échange avec la famille. Dans ce contexte-là, on les ramène au conseiller, on réadapte au fil de l'eau, jusqu'à ce que l'on réussisse à atteindre ses objectifs. L'essentiel, c'est se dire que je suis dans un train et j'avance étape par étape, et à chaque gare, je m'arrête et je prends le bagage qu'il faut prendre pour pouvoir construire mon projet, en tout cas le sécuriser. Mais en ayant cette visibilité sur cette trajectoire, c'est déjà se rebooster. C'est se dire, il y a des possibles, je peux exploiter ça, je peux exploiter ça, je peux exploiter ça. Donc, ces possibles-là vont forcément dynamiser le désir de, et non plus se dire, je m'enferme dans ce que je sais faire et je ne peux plus rien faire, ça s'arrête là. Non, il y a des possibles, tant en interne, je peux évoluer, ou en externe. Donc, l'objectif du conseil en évolution professionnelle n'est pas de sortir le salarié de son entreprise, ni de le maintenir non plus dans son entreprise, c'est de répondre au mieux à son besoin et de l'accompagner pour que ce besoin soit satisfait. Professionnaliser, questionner la convergence entre projets d'entreprise et projets individuels. Donc, par rapport aux stratégies de l'entreprise, donc projet, évolution, transformation, l'entreprise oriente également, elle organise le travail de ses équipes, structure, recrute, forme, gère les carrières. Et parce que forcément, l'entreprise a besoin de compétences, donc elle va forcément former ses salariés pour répondre à son besoin. Les stratégies individuelles, forcément, le sens du travail. Si je ne sais pas pourquoi je travaille, si je perds du sens, si tout ce que je fais finalement n'a plus de valeur pour moi, je suis en train de m'auto-saboter. Donc, il est important de trouver ce sens qui me stimule, qui me dynamise pour pouvoir avoir une identité professionnelle avec laquelle je suis en adéquation. Mon organisation, donc pareil, c'est se dire que lorsque l'on va entreprendre un projet de reconversion ou d'évolution, il y a forcément une phase d'organisation. Ce n'est plus pareil. Je dois cumuler plusieurs choses. Donc, il faut que j'organise bien pour ne pas perdre de temps, mais surtout pour que je ne me mette pas une pression qui parfois peut être anticipée si je m'y prends suffisamment tôt. Je ne me mets pas de pression à moi, je ne mets pas de pression à mon entreprise, je ne mets pas de pression à mon CEP et on avance en bonne intelligence. Voilà. Donc, l'objectif du CEP, c'est d'être réactif, certes, mais il n'en demeure pas moins que si j'ai rencontré mon CEP depuis le mois de janvier pour mettre en place un projet et que je reviens en octobre pour lui dire il faut que le 8 octobre tout soit réglé, ça sera plutôt compliqué. D'accord? Donc, il faut rester réaliste, anticiper. Surtout qu'on ne sait pas concrètement parfois comment les choses se passent. Donc, plus vous allez vous y prendre en avance, mieux vous allez aller vers un projet qui soit bien ficelé. Donc, c'est dans cette partie, dans cette phase, effectivement, que l'on va considérer les actions qui sont à mener. Donc, avec le CEP et le CSE, notamment, donc des réunions d'information collective dans vos entreprises peuvent être réalisées par le CEP, donc les membres du CSE, les commissions de santé, les RH. Le CEP pourrait effectivement intervenir directement en entreprise. Vous avez également des kits de communication pour pouvoir informer vos salariés sur le conseil en évolution professionnelle que nous pouvons mettre à disposition des CSE. Des réunions d'information collective également directement auprès des salariés. Le CEP peut intervenir dès lors que ça sera mis en accord avec les instances décisionnaires de l'entreprise. Participer également à des événements qui sont organisés par votre entreprise, notamment sur la QVCT, des ateliers sur le CEP, sur les dispositifs de financement, tout autant, on va dire, d'interventions pour lesquelles vous pourriez solliciter en tant qu'employeur
le conseil en évolution professionnelle. Voilà. Comme cela, vos salariés ont des informations fiables sur ce qu'est le CEP et jusqu'où le CEP pourrait les accompagner. Donc, si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec le conseil en évolution professionnelle, n'hésitez pas, vous allez sur notre site www.mon-du6cep.org et vous pourrez ici identifier une zone géographique, celle qui serait la plus proche de vous, pour pouvoir trouver votre conseiller sur le conseil en évolution professionnelle. Et puis, bien sûr, il y a des chargés de partenariat un peu partout. Je vous laisse la slide. Vous pouvez les identifier à gauche pour ce qui concerne Avenir Actif et à droite pour l'APEC. Y a-t-il des questions, Timothée? Oui. Peut-être que je vais laisser la slide juste avant, comme ça va favoriser la visibilité pour les salariés. Effectivement. Donc, on a Aurélie qui nous demande, donc, je n'ai jamais eu d'entretien professionnel. Si mon compte est plafonné par le CPF à 5 000 €, l'abondement des 3 000 € peut-il être versé en sus? Oui. Parce que là, nous sommes dans un abondement. On n'est plus dans cette, on va dire, recharge de votre CPF qui est régulier. Chaque année, j'ai 500 €. Si effectivement, 500 € ou 800 €, tout dépend de mon statut, si effectivement, j'ai travaillé 12 mois, une année complète. Donc, l'abondement, c'est autre chose puisque là, nous sommes vraiment dans une situation où l'employeur, lui, comme il n'a pas respecté, on va dire, l'obligation de l'entretien professionnel, partant de là, il a effectivement il doit verser ces 3 000 € sur le compte personnel de formation de son salarié, puisque c'est la sanction qui lui est imposée. Donc, peu importe la somme que vous avez sur votre CPF à ce moment-là, le salarié devra verser effectivement ces 3 000 € là. Merci Darlène. Donc, je rappelle les 3 000 € d'abonnement du compte CPF, peut-être pour les autres salariés qui ne sont pas au fait. C'est un salarié qui n'aura pas bénéficié d'un entretien professionnel au cours des 6 dernières années et d'au moins une action de formation non obligatoire pour les entreprises de 50 salariés et plus. D'autres questions, Timothée? Non, c'est tout bon. Et tu as répondu à la question de madame. Ok, donc si j'ai répondu à la question de madame, j'en suis ravie. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Bon, écoutez, je vous remercie pour votre écoute, pour votre participation. Et Timothée, je te remercie d'avoir pris le relais, je n'en doute pas, sur les questions qui arrivaient certainement dans le chat. Merci, n'hésitez pas. Il y a encore jusqu'à vendredi, il y a encore des webinaires. Si vous n'êtes pas inscrits, tous plus intéressants les uns que les autres, c'est bien le moment de s'informer. Donc, n'hésitez pas à continuer à vous inscrire pour des webinaires. En tout cas, moi, j'ai passé une excellente heure en votre compagnie, en ta compagnie, Timothée. Merci Darlène pour cette présentation et merci à tous de votre présence. Bonne journée à tous. Au revoir.